Bonjour et bienvenue. On n'attendait plus que vous pour commencer cette interview. Comment fait-on dans la vie pour trouver sa place dans ce monde? Comment fait-on ensuite pour dépasser son manque de confiance en soi, dépasser ses peurs et également le regard des autres, comme par exemple le regard de ses proches, pour réaliser ses rêves? Alors je suis allée pour vous à la rencontre d'aventuriers, de voyageurs au long cours qui ont su dépasser toutes ces difficultés, en tout cas les surmonter, pour trouver leur mission de vie et aller à la rencontre des hommes. Je suis Woman on Tour, globe-trotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être reçue au domicile d'un homme absolument formidable qui est connu comme le loup blanc dans le monde du voyage. Tenez-vous bien, cet homme, il a visité tous les pays et les territoires du monde. Il est parti à l'âge de 17 ans sur les routes du monde et il est revenu que 18 années plus tard. Et il a vécu des aventures extraordinaires, des plus difficiles aux plus formidables, aux plus dangereuses. Alors c'est auprès de lui aujourd'hui que je suis allée lui poser ces questions pour obtenir un éclairage. Je vous présente André Brugirou. Bonjour André. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Merci beaucoup à toi de nous recevoir par ici, chez toi, pour aborder toutes ces questions. Pour être concis et précis, mon premier voyage a duré 18 ans sans rentrer à la maison, ce que je n'avais pas prévu. C'était pas prévu. On ne prévoit pas 18 ans d'avance. Mais ça, c'est que le premier voyage, parce qu'après, il y a eu 30 ans ininterrompu, j'étais en France, et parce qu'il me manquait des pays. Donc, j'étais furieux. Et donc, après, pendant 30 ans de France, je faisais des allers-retours incessants pour finaliser mon rêve, donc de visiter tous les pays, tous les territoires du monde. Donc, en tout, ça m'a pris 50 ans, et pour résumer le tout, j'ai pris une vie sabbatique. Une vie sabbatique. Alors, justement, vous introduisez ma prochaine question qui est: quand on ne voyage pas, qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas, comment fait-on pour vivre cette vie sabbatique au quotidien, amener les vertus du voyage chez soi? Moi, je pense que chacun a son rôle. C'est comme dans le corps humain, il faut des trucs qui soient rigides, comme l'os, et puis le sang qui coule. Il faut les deux, sinon ça ne peut pas fonctionner. Moi, je ne pense pas que voyager soit important en soi. Ça a ses vertus, mais l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Ouais. Et réaliser ce pourquoi on a été créé. Oui. Bien sûr, ça ne se fait pas facilement, ça. Moi, à 17 ans, quand je suis parti, puis en 55, je ne veux pas en parler parce que on prend pour l'homme de Cro-Magnon aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les avantages d'aujourd'hui, on parle même pas de tour du monde, puisqu'on reconstruisait le pays de la guerre. Mais quand je suis parti à 17 ans, pour dire, j'avais 10 francs en poche, aucun renseignement, il n'y avait pas Schengen, il n'y avait pas l'Europe et tout ça. Mes parents ne m'ont même pas conduit jusqu'à la gare. Les 2 kilomètres qui me séparaient, j'habite Brugnon à côté, là, jusqu'à la gare, ils m'ont laissé partir tout seul. Mais j'étais tétanisé. Quand il a fallu que je monte dans le train pour l'Angleterre, mais les mâchoires ne pouvaient même plus fonctionner, tellement j'avais peur. Oui, Mais moi j'ai une devise dans la vie, j'ai appris à l'école, c'est la seule bonne chose qu'ils m'ont dit, c'est celle de Bayard. Tu trembles carcasse, mais si tu savais où je te mène, tu tremblerais encore plus. Donc moi, même si moi je ne suis pas une tête brûlée, ni un baroudeur, ni un branche du tout, mais quand j'ai une chose en tête, je la fais en fait. Et quand on vend des marais, si je pense que c'est ça que je veux faire, je le fais. J'avais très peur. Par exemple, dans la première partie, j'avais parcouru les 18 ans là. Alors, j'en parle en retour, mais j'avais rien prévu. Moi d'ailleurs, j'ai rien prévu dans ma vie, tout s'est enchaîné malgré moi. J'ai obéi. Une espèce de, alors j'aime pas les grands mots, mais il y a ça, une espèce de destin qui m'a tiré vers l'avant. J'ai obéi. Et les premières 18 années, au début, je n'ai pas pensé que je pouvais faire le tour du monde, j'avais pas d'argent, pas de renseignements, il n'y avait pas de guide de routard, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la télé. Et donc j'ai dit à mon père, j'ai pas dit je vais faire le tour du monde, j'ai dit je vais apprendre l'anglais. J'avais fait par mégarde l'école hôtelière avant de partir, et j'ai pensé que l'anglais pourrait me servir. Mon père a dit ouais, bon. Et je suis parti et j'ai passé, parce qu'il y a un problème dans le monde, un problème de communication. Ça, c'est une chose à régler. Et tant qu'on n'a pas une langue commune, on n'aura pas la peine. Ils ont essayé avec l'espéranto. Oui, et ben voilà, c'est ça la solution. Ouais. C'est ça. Seulement, il y a la foire d'emploi, c'est la solution. À mon avis, seulement il faudra un peu une bonne volonté politique pour y arriver. D'ailleurs, le jour où l'humanité adoptera la langue commune, ce qui ne veut pas dire d'éliminer les autres, d'en avoir une en commun, pas seulement une langue, aussi un alphabet. Parce que le chinois, je trouve ça joli, mais ça m'a l'air du Picasso, moi. En tout cas, j'ai passé les 7 premières années de ma vie, ça s'est enchaîné comme ça, à apprendre des langues.
Je me parachutais j'étais apprendre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien en parachutant dans les pays. Je partais avec des sandwichs en poche pour tenir 4 jours. Papa, il n'a pas de rond et pas de téléphone. C'était marche ou crève, l'affaire. Et j'y allais en tremblant, je dois dire. Alors évidemment, petit à petit, quand je suis arrivé en Écosse, j'avais peur. Et puis je me suis aperçu que je pouvais apprendre l'anglais. Et je me suis dit, pourquoi pas l'espagnol? Et là, j'y étais au temps de Franco, mais là j'avais 19 ans, mais je tremblais encore. Et j'arrive en Espagne, je trouve un boulot le premier soir où je débarque. Et là, j'ai compris que la chance sourit aux audacieux. C'est là que je l'ai compris. La chance sourit aux audacieux. Et dans cette époque, après j'ai été apprendre l'allemand, j'ai été sans boulot, pareil. Je savais 5 mots d'allemand, mais pas de l'école. Rausch, schnell, Papier, commandant, Tour, Gestapo, c'était pas à l'école qu'on apprenait ça. Et puis il ne me servait plus, la guerre était finie d'ailleurs. Et après en Italie, moi j'avais développé la théorie de la quille et de la boule. C'est ce qui roule, qui bouge, qui va culbuter ce qui est fixe. Quand on lance les boules pour renverser les quilles, exact. La quille est la boule va taper, avancer. Donc moi, par le mouvement, après, je voulais apprendre le russe par exemple. Alors, la grande URSS, pas de visa, au paradis des travailleurs, ils n'en voulaient pas une plus. Merci beaucoup. Je suis furieux, ils m'ont empêché d'apprendre leur langue en travaillant chez eux. J'ai atterri au Canada. Par exemple, au Canada, pour dire, j'avais un copain d'école hôtelière qui était marié avec une fille du Canada. Un jour, il m'avait écrit une lettre, j'avais l'adresse de son beau-père. Mais je n'ai pas écrit au beau-père. Parce que j'ai dit, si je lui écris une lettre, je viens au Canada, je voudrais essayer de travailler, refaire un peu d'anglais, et qu'ils me disent non. Je fais quoi? Non, j'y étais comme ça, sans rien dire. J'ai été parachuté chez lui. Et donc, c'est la boule qui renverse la quille. Il m'a aidé, et puis bon, c'est comme ça. Et au Canada, c'est là que j'ai compris que je pouvais économiser, parce que je ne le savais pas. On paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe, ou disons, c'est ça qui est intéressant. La différence entre le coût de la vie et les salaires est plus large. Donc on peut économiser plus vite. Et là, j'ai compris qu'enfin, je pouvais réaliser mon rêve, qui était derrière la tête, de voir le monde. Et avec 3 ans d'économie à Toronto, et j'ai travaillé sans papier, merci, j'ai trouvé une place de traducteur en plus. Et j'ai tenu 6 ans sans travailler. Et là, pendant 6 ans, j'ai réalisé mon rêve et j'ai parcouru 400 000 km en stop. C'est la distance de la Terre à la Lune, l'air de rien. Tout en stop. Et le problème du stop à travers le monde, c'est que les 2 tiers de la Terre, c'est pas de la Terre, c'est de l'eau. Il y en a, ils marchent sur l'eau, mais pas moi. Alors j'ai dû faire du bateau stop, des vols de stop, de l'avion stop. À l'époque, dans les années 60, donc, incidemment, les grandes années de la route. Il faut se rappeler les pique-niques, les hippies, mai 68 et tout ça. Moi, j'étais mêlé à ça. Je suis parti avant, puis j'ai continué après. Mes années de route, mes 6 ans de stop, c'était en plein dedans. Mais, par exemple, je dépensais $1 par jour à l'époque. Et le dollar s'explique parce que j'ai jamais payé le transport, donc tout en stop. Moi, si on ne me prenait pas, je ne partais pas. Point. Oui, parce qu'il faut rappeler que vos règles d'or, qui sont venues au fur et à mesure, se sont enchaînées, oui. Oui, vos règles d'or, c'était toujours en stop. Oui, pas d'hôtel. Pas d'hôtel. Et éviter le taxi. Et manger local. Oui, mais c'est ça. Donc, j'ai pas payé le transport. J'ai jamais été à l'hôtel. Peut-être que l'école hôtelière, ça vaccine, on ne sait rien. En tout cas, c'est facile à dire, mais quand il fait moins 45 degrés en Alaska, là, il faut accrocher parce qu'on joue sa vie au poker. Ensuite, donc le dollar, il était pour manger, et là, j'évitais les restaurants parce que c'est normal, on paye le service. Moi, je mangeais dans les marchés, les carrioles de bord de route et tout ça. Il faut aussi dire, pour être honnête, que la plupart des gens dans le monde ne peuvent pas voyager, que ces histoires de voyage, de tour du monde, c'est le privilège des pays industrialisés. Donc, mais ça ne veut pas dire que les autres ne veulent pas connaître les étrangers. Donc leur façon de connaître, c'est de pouvoir aborder quelqu'un qui a le temps, comme moi, qui passe dans leur quartier, soi-disant dangereux. Donc tout ça, moi, je pense que le voyageur doit être indépendant. Je n'ai jamais frappé aux portes, ni pour dormir, ni pour manger, mais dans le jeu du voyage, les gens, tu viens d'où? Je viens de Paris. Oh, viens, mon frère, viens me raconter ça. Donc il y a un échange normal et sain. Et d'ailleurs, dans un de mes livres, je dis que si on n'a pas vu la cuisine d'une maison dans un pays, on a raté le pays parce que c'est la pièce au fond. Alors, ce livre, j'aimerais le citer, hein. Vous venez de publier récemment aux éditions City, le livre Le Monde est mon pays, hein, que je vous recommande. On y lit toute votre histoire. C'est ça, le journaliste qui l'a écrit, c'est pas moi, il a essayé de me décortiquer, de faire comprendre comment j'ai pu tenir toute une vie sur la route dans des conditions qui paraissent très dures. Moi, il y a 3 mots qui sont interdits chez moi quand je voyage, c'est les mots essentiels pour les touristes et les voyageurs, c'est interdit hôtel, restaurant et taxi. J'avais même pas prévu la santé. Vous n'aviez pas d'assurance santé? Mais rien, il n'y avait pas Europacine, il n'y avait rien à l'époque. Il faut se replonger, c'était juste après le versage Injectorix, quand je suis parti. Et alors, par exemple,
prendre un exemple, mais quand j'avais mal aux dents, j'allais voir les dentistes. Il faut être dans l'état d'esprit de la chose, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais je leur expliquais, voilà, je fais le tour du monde, $1 par jour en stop, je vais pas à l'hôtel, ça, puis j'ai mal aux dents. Je n'ai pas prévu, dans mon dollar, il n'y a pas la santé qui est prévue. Je dis, est-ce que vous pouvez me soigner gratuitement? Alors, il y avait 2 cas de figure. Il y a le gars qui disait, t'as pas de rond, dégage. C'est légitime, c'est son boulot, j'ai rien à dire. Mais sur le paquet, il y avait toujours un dentiste qui disait, oh là là, mais moi je voulais faire ça, j'ai pas pu. Assis-toi là. Et là, je réussissais à me faire soigner une dent à l'œil. Une dent à l'œil. Alors j'ai une question pour toi, André. Dans ton livre, justement, tu dis, après mon retour, mon père n'a jamais prêté l'oreille à aucune histoire de mon voyage. Il ne m'a posé aucune question, disant même, tu te crois malin à voyager comme ça, tu serais mieux de te marier, avoir des enfants. Et ça m'a énormément touchée parce que, et d'autres voyageurs, ou même quand on n'est pas voyageur, on est toujours affecté par le regard de ses parents sur ce qu'on fait. Alors j'avais envie de te poser la question, comment tu as fait pour braver le regard de tes parents? Non mais là j'étais formé, habitué, il arrive, il a posé la bêche dans le jardin, il est arrivé à la grille, il a 18 ans qu'il ne voyait pas le fiston. Ah, te voilà, je le revois encore. Tu te crois malin de faire le tour du monde, tu ferais mieux de travailler, de te marier comme tes frères. Bonjour l'accueil. Bon, mon père, j'ai dit dans un de mes livres que son horizon s'arrêtait au bout du jardin. Chacun son horizon. Malheureusement, ce n'était pas mes aspirations à moi. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est réaliser le rêve de ma mère. Mais j'étais habitué parce que, très jeune, moi j'étais l'aîné de 3 frères. Quand j'ai dit à mon père, à l'âge de 10 ans, je veux apprendre à nager, papa. Tu te crois malin, tu vas te noyer. Ça commençait comme ça. C'était sa phrase, en fait. Oui, alors bon, moi j'ai rien dit, j'étais me coller dans la rivière qui est pas loin de chez nous, j'ai essayé de traverser, après j'étais à la piscine tout seul pour apprendre. Après j'ai dit, à 14 ans, j'ai dit, je vais faire du judo. Tu te crois malin, tu vas te casser une patte. C'était un Auvergnat, il parlait comme les gens de la ferme, une patte. Après j'ai dit, je vais faire du ski. Non, les pattes c'était le ski. J'ai dit, je vais aller faire du ski, j'avais 14 ans. Il m'a dit, tu te crois malin, tu vas te casser une patte. Enfin, c'était toujours comme ça, jamais il m'a encouragé. Moi j'étais le premier à l'école, bon pas que je suis plus malin que les autres, mais je bossais peut-être un peu plus, c'est tout. Mais il m'a jamais dit c'est bien. Donc, parce que j'aurais pu me faire écraser par un bonhomme pareil, suivant la personnalité de l'enfant. J'aurais pu être l'enfant qui soit timoré, alors que moi non, je suis comme le canard, ça ruisselle. Alors du coup, quel conseil donnerais-tu à d'autres personnes qui ont peut-être un peu moins ce tempérament rebelle vis-à-vis de l'éducation qu'on reçoit? Un côté, un côté rebelle, un côté, je sais pas, c'est ça. Audacieux, en fait, curieux aussi, on a envie de se dire, tiens, l'interdit, si je le bravais, qu'est-ce qui se passerait? Je ne cherche pas à braver les interdits, mais je cherche à être en accord avec moi-même. Et des fois, ça ne correspond pas à ce qu'on nous raconte. C'est ça. Même au niveau spirituel et tout ça, moi, je me posais des questions, j'ai cherché des réponses dans mes voyages. Moi, j'ai été construit comme ça. Moi, parce qu'il y a un truc qui m'amuse, par exemple, j'écoute des émissions de radio, alors, la nuit, là, ça chiale, les petites histoires d'amour, j'ai perdu mon gars, il me fait ça, tout ça. Je n'ai pas besoin de demander à personne, moi. Moi, j'arrive à me trouver ma solution, je regrette. Je m'auto-psychanalyse, j'en sais rien, mais je suis construit comme ça, j'ai pas de mérite. C'est une chance que j'ai eue. D'ailleurs, il y avait le comique Fernand Reynaud, enfin, on ne connaît plus aujourd'hui Fernand Reynaud, le gars avant Coluche, pour situer. Il avait une phrase qui est amusante, il dit, pour faire ça, il faut être étudié pour. C'était la phrase qui s'applique à moi pour faire tout ce que j'ai fait, voir le monde entier sans aller à l'hôtel, parce que la deuxième partie des 30 ans, toujours pas d'hôtel, toujours dans le même style. Sauf que, comme je partais de France, je payais les chez Charter quand même. J'essayais de trouver moins cher. Mais il faut être étudié pour. On a chacun son rôle et les rôles sont différents, c'est ça qui est intéressant. Ceci dit, tu dis que tu étais calibré pour, après j'ai envie de te citer, parce que c'est vraiment très drôle. Tu dis, on pourrait penser que le voyage, tout comme le succès, la réussite, on dit souvent c'est pour les autres. On ne pense pas que ça peut nous arriver. Et toi, dans ton livre, tu dis quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Tu dis, je ne suis pas un aventurier, un téméraire. Le coup de sifflet d'un chef de gare sur un quai me fait sursauter. Et tu as fait 400 000 km en stop. Et tu as vécu des histoires dans ton livre absolument incroyables. Alors, qu'est-ce que ça prend justement de se dépasser quand on dit qu'on n'est pas un aventurier? De Gaulle, il disait, c'est une drôle de phrase, mais il disait il faut exorciser le mal. C'est-à-dire il faut exorciser ce qu'on a en soi. Alors moi j'avais ce potentiel-là pour dire aujourd'hui, quand je vais dans des salons de livres,
Les gens regardent mes livres, il y en a un qui est vieux, qui a 40 ans, ils disent « Tiens, je l'ai lu celui-là, mais il n'est pas nouveau. » Et je dis « Moi, j'ai l'air nouveau, par là. » Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils regardent mes livres, c'est un peu étonnant, mon histoire quand même, et puis ils me disent « Monsieur, il est là, le gars ?» Jamais ils pensent que c'est moi qui ai fait ça. J'ai pas une tête de baroudeur, j'ai une tête de libraire. Quand on me voit, on n'a pas, je donne pas l'impression du gros dur, du baroudeur et tout ça. Par exemple, quand je suis parti du Canada avec mes 3 ans d'économie, j'ai pas pensé que j'allais faire 400 000 par non-stop. On m'aurait dit ça, je ne serais pas parti. Mais comment ça s'est enchaîné ce truc? J'avais tellement peur à 30 ans. J'avais encore peur de partir tout seul dans le monde, parce que j'avais quand même 12 ans à l'extérieur. Vous êtes parti à 17 ans et à 30 ans, vous aviez... J'avais la trouille le monde entier à moi tout seul, je ne pourrais pas. Alors je cherchais désespérément des gars pour partir avec moi. C'est pour ça que celui qui me dit aujourd'hui qu'il part voyager tout seul, sans peur, j'ai du mal à le croire. Souvent on part avec quelqu'un, on se sépare et on s'aperçoit que tout seul, on fait plus. Ça marchait, mais en tout cas. Et j'ai cherché désespérément des gens, finalement ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et à la fin je tombais sur deux Canadiens anglais là, qui partaient avec un taxi londonien. C'est comme ça que je suis parti avec eux. On ne s'est pas entendu, on s'est séparés après, mais quand je suis arrivé à Panama, il y a la ville de Panama et le pays s'appelle pareil, Panama. Et on était à la frontière, donc à 80 km de la capitale, Panama. Il y a un gros dur qui arrive, un baroudeur comme je les imagine, chemise à carreaux, la barbe, le chapeau sur la tête, les gros biscottos que j'ai pas. Et il dit, les gars, vous allez où? C'est un Américain. Alors on va à Panama, la ville. Vous pouvez m'emmener en stop? Alors on dit, écoute, on a notre taxi là, mais on a mis une planche à l'arrière, si tu veux t'allonger sur la planche, devant il n'y a pas de place, on n'a que 2 sièges, moi je suis assis sur le moteur, je lui dis. Mais si tu veux t'allonger derrière, on t'emmène à plat. Bon, d'accord. Puis avant de partir, je lui dis, mais tu viens d'où comme ça, toi? Moi je viens du Texas. Je dis, ah bon, mais comment t'es venu? Bah en stop. T'es venu en stop depuis le Texas, avec travers toute l'Amérique centrale, en stop. C'est improbable. Mais j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais où tu dors? Et il me fait va n'importe où. Et le gars, je le voyais gros comme une tour Eiffel. J'ai dit, jamais je pourrais faire des trucs comme ça. Monsieur m'avait dit que j'allais en faire 100 fois plus, il en 1000 fois plus. C'est pour dire que je n'avais pas prévu. Mais les choses se sont enchaînées malgré moi. J'ai étudié pour ça, c'est sûr. Mais j'ai jamais pensé que tout ça, je me suis séparé des Canadiens, on ne s'entendait pas. Et après, seul, je me suis aperçu. Moi, j'ai voyagé seul, en fait. C'est pas par goût de solitude. C'est pour être seul, pour être disponible pour rencontrer les gens. Oui. Ce qui m'intéressait, ça change tout en fait. Hein. C'est ce qui m'intéressait, c'est pas le kilométrage qui est là aussi. C'est pas l'aventure. Ça n'amuse pas de me retrouver des mitraillettes dans les côtes et des choses comme ça. Ce qui m'intéressait, c'est le cœur de l'homme. Et donc, j'ai voulu comprendre les points communs, les différences, les cultures, et rencontrer mon frère, les êtres humains. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, hein, quand on discutait de façon informelle. Tu me disais, j'ai pas fait un tour du monde, j'ai fait un tour des hommes. C'est ça, exactement, c'est le tour des hommes. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est 2 choses. C'est d'abord découvrir quelque chose de nouveau que j'ai jamais vu, encore aujourd'hui. Moi, je me plains même aujourd'hui, où la beauté me fait vibrer. La beauté, c'est la beauté. Et puis rencontrer des gens, parce qu'il y a des gens qui ont du cœur et qui nous soulèvent, qui nous font quitter la terre. C'est ça, la qualité de la vie, c'est de rencontrer des gens. Il y a des gens merveilleux partout. Et moi, j'ai une anecdote qui m'a tellement marqué. Je ne sais pas si je peux la dire. Mais oui, justement, j'allais te demander, est-ce que tu as fait une belle rencontre, enfin, plein de belles rencontres, mais est-ce que tu peux nous en partager une? Il y en a une ou deux qui me sont restées dans la tête. C'était à l'époque du stop. Une fois, j'étais avec mon $1 par jour. Pour survivre, il fallait une tête de financier. Et alors, donc c'était pour, en fait, le $, j'ai dit tout à l'heure, c'était pour manger et puis payer les visas. Rien d'autre, pas de santé, rien. Enfin, manger. Donc, j'ai mangé en Thaïlande dans un espèce de boui-boui, la terre battue, les feuilles de bananier qui servaient de toit et tout ça. Bon, il y avait du monde. Et moi, je mangeais en Thaïlande à l'époque le riz cantonais. Ça remplit l'estomac, il y a des petits bouts d'omelette, de petits pois, et c'est pas cher, c'est dans mon $. Bon, j'étais tout seul à ma table, mais il y avait du monde. Je mange mon riz cantonais, je vais à la caisse payer. Je dis au monsieur, j'ai dit voilà, j'ai mangé un riz cantonais, je voudrais vous payer. Et le caissier me dit, non monsieur. Je dis pourquoi? Il me dit, c'est déjà payé. Je dis pardon, c'est déjà payé, mais par qui j'ai mangé tout seul? Il dit, je vous assure, il y a un monsieur qui a payé pour vous. Ben, j'ai dit, il est où, au moins que j'aille le remercier? Et il me dit, non, il est déjà parti. La leçon que je me suis ramassée, c'est dans un pays du tiers-monde. Les leçons qu'on se ramasse. Je me vois dans un restaurant en France, je vais à la caisse. Bon, je peux payer? Non, c'est déjà payé. Oui, il est où? Il est déjà parti. Au rêve, là. Il ne cherchait pas de gratitude, de remerciement. Et en plus, ça va plus loin, parce que le caissier qui faisait la fortune, oui, pareil, il aurait pu encaisser sans rien dire. L'honnêteté de bonhomme. Oui, exact.
Ça c'était une leçon pour moi, c'est jamais quitté ma tête. Ouais. J'ai aussi, par exemple, une autre histoire dans ce genre de l'humain, en fait. Quand je suis arrivé à Bali, à l'époque, le Bali de l'époque, ouais. Parce que j'ai été il y a 2 ans, merci l'enfer, enfin bon. J'avais la fièvre, je trempais des fièvres, des fois des trucs. Et j'étais là à Denpasar, la capitale, le long d'une rue principale. J'étais tellement mal avec la fièvre. Quand on a la fièvre, parce que pour faire tout ce que j'ai fait, il n'y a qu'une condition, c'est d'avoir la santé. Sinon, le moral chute. Donc là, j'étais mal et j'étais allongé dans la poussière au bord de la route. Et comme je ne vais jamais à l'hôtel, j'ai dit, je vais dormir là, tant pis. Et il passait les vaches sacrées, c'est hindou d'abord, les vaches sacrées qui zigzaguaient. Il y avait les betchaks, les tricycles, là, les petites motos, les gens ça, dans tous les coins, puis ils me passaient autour, là. Et j'étais mal, j'avais mal à la tête, la fièvre. Et quand on est seul, là, il faut s'accrocher. Ouais. Tout à coup, j'entends comme un ange qui me parle. What is the problem? Puis c'est noir, je me rappelle. Alors j'ai dit, je suis malade, je sais pas dormir. Alors elle me dit, viens à la maison. Alors ça a l'air de rien, mais à l'époque, en Indonésie, Sukarno était au pouvoir, il avait interdit aux citoyens de recevoir des étrangers. Donc elle bravait un interdit. Là. Et je suis arrivé dans cette maison, c'est une maison pauvre, du bambou qui était peint à la chaux, des feuilles de bananier, terre battue. Il y avait des caisses de savon, elle a retiré ses 3 enfants des caisses de savon, elle m'a mis là à la place pour que je me repose. Et la nuit, à 4 heures de la nuit, j'avais cette fièvre, la gorge en feu. C'est-à-dire qu'elle s'est levée à ce moment-là. Si elle m'avait dit, qu'est-ce que tu veux? Une Mercedes ou une tasse de thé? Une tasse de thé. Et alors, elle a allumé le feu, mais c'était 2 pierres par terre. Elle a mis des brindilles, elle a fait du feu, sans que je lui demande. Elle m'a fait un thé. Et j'avais qu'un rêve, c'était de boire du thé de chaud. Elle m'a fait du thé, et puis moi, avec ma chance habituelle, j'étais tombé sur une infirmière. Elle était me chercher le dico, elle m'a demandé, parce qu'elle parlait à peine l'anglais, de me montrer qu'est-ce que j'avais. Alors je lui ai montré les mots en anglais, en indonésien pour elle. Elle m'a amené un tas de pilules, j'ai pris ça, et là je me suis endormi. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, vers 10 heures, plus personne dans la maison. Elle était partie à l'hôpital, son mari conduisait un taxi, était parti, les enfants à l'école, et elle m'avait laissé avec sa petite fille, qui avait une petite pomme qui avait 4 ans, 5 ans, qui attendait en face que je me réveille. Et quand je me suis réveillé, elle m'a dit « C'est la mat d'attendre, bonjour ». Et sans rien dire, cette petite pomme, elle a foncé vers les 2 petites pierres, elle a rallumé les bras, elle m'a fait un thé. C'est les leçons. Et partout j'ai rencontré des gens, il y a des gens merveilleux partout. Arrêtons de nous battre. Tu as dit à plusieurs reprises, je cite aussi ton livre, en réalité je n'ai pas choisi de faire ce voyage, j'ai obéi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que tu parles beaucoup de providence, de bonne étoile, de chance. Oui. Et comment on fait pour justement reconnecter avec sa bonne étoile et obéir à son destin, quelque part, vivre son destin. C'est-à-dire, moi je me suis aperçu que tout ce qui me tombait sur la tête, parce que c'est pas banal, il faut quand même comprendre, je me suis retrouvé 7 fois en prison. Ah oui, quand même. Il n'y a pas de date de sortie. Hein. Des fois je demandais pour dormir, là je savais que je partais le lendemain en principe. Si le gars trouvait la clé, je ressortais. Mais quand il me mettait en prison sans que je demande, c'est toujours angoissant. Parce que les pays perdent le passeport, ils mettent du hacking dans le sac, ça peut mal se terminer. J'ai failli me faire flinguer, mais flinguer une 12aine de fois. Les fameuses Kalachnikov de Charlie Hebdo, là. Moi, une fois, c'est pas à la télé que je les ai vus, c'est dans mes côtes. Je me suis payé une baïonnette entre les 2 yeux en Afghanistan, au pied des Bouddhas qui n'existaient plus. Je croyais qu'il allait me faire un 3e liste, abruti, de soldat. Sans compter que j'ai quitté les ruines d'Angkor-Wat le 7 juin. C'est interdit d'être là-dedans, ça faisait 8 jours que j'étais là-dedans. Je suis parti le 7 juin, j'ai bien fait, parce que lui, les Khmers rouges ont pris les ruines, 120 morts. Je suis parti la veille. Des trucs comme ça, je me suis retrouvé au milieu d'un troupeau de buffles qui m'a foncé dessus au Congo en pleine nuit. Il ne cherchait pas à m'attaquer, mais il croyait que j'étais derrière, mais j'étais devant. Oui, c'est comme ce lion qui s'était mis près de vous, à quelques centimètres, que vous avez vu au moment de partir. Oui, quand j'ai... C'était où, en Éthiopie, non? Voilà, j'étais en Éthiopie, je voulais aller vers le Kenya. Toute la journée, j'avais attendu sur la piste de terre, puis il y avait ce qu'on appelle les matitis, des herbes très hautes de 2 mètres de haut. Moi, j'attendais dans cette espèce de couloir d'air, voilà, toute la journée, rien. Et le soir, à 6 heures, j'ai dit, bon, je vais aller au village pour boire, et puis chercher un point pour dormir. Et juste à ce moment-là, il y a une ombre verte qui arrive. Je sors mon pouce, c'est un réflexe pavlovien. Dès que j'entendais un moteur, mon pouce sortait.
il s'arrête dans cette poussière africaine, il faut 5 minutes avant de se voir. Et puis je dis au gars, j'ai dit, vous allez où? Il dit, je vais à la frontière du Kenya. J'ai dit, vous pouvez m'emmener? Oui, ok, monte. Je prends mon sac, juste devant le moteur de la voiture, je fais 2 pas en arrière pour le mettre dans la voiture, et qu'est-ce que je vois là? Où était mon sac? Il y a un lion qui sort et qui marche où était mon sac. Mais pas un petit lion en peluche, un vrai, avec un gros mâle avec une grosse crinière. Et je ne peux plus bouger, j'étais en train de m'imaginer, mais je me vois en train assis, puis ce truc qui me frôle là. Oh, les gars. Il y avait le chauffeur, il tremblait, j'ai vu un lion de si près. Et moi j'avais le trou, parce qu'on bon, s'il a mangé, il ne va pas attaquer. S'il a mangé, il ne va pas attaquer, mais je ne sais pas s'il avait mangé. Enfin, j'ai des trucs, oui, j'ai vu la main sur un crocodile une fois. Ah oui, 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 c'est vrai, pour moi, c'est... Ouais. Vous étiez en pirogue et bon. Bah, il s'est jeté sous la pirogue, j'ai mis la main pour m'établir, j'ai foutu la main sur le crocodile. Ouais. Des trucs comme ça. Oui, oui, c'est incroyable. Ça paraît incroyable, mais il y en a plein, je pourrais te le raconter, mais une fois j'ai un avion, ça j'avais 20 ans. Je faisais le service militaire avec l'OTAN en Allemagne. On passait la visite médicale en plein hiver, c'est les cabanes de bois, les cabanes de l'OTAN. Et d'un coup, il y en a un qui crie, un soldat, il regardait par la fenêtre, il dit, il y a un avion qui nous fonce dessus. Un avion de chasse américain qui avait perdu son pilote, qui se dirigeait où? Droit sur l'infirmerie où on était. Droit. La panique, là-dedans, tout le monde s'est jeté par la fenêtre, en slip, dans la neige et tout. Moi, comme je ne suis pas costaud, je me suis fait piétiner par les autres, je leur servais de petit banc pour sortir par la fenêtre. J'ai dit, bon, là, on est tous morts. Tout à coup, il y a eu une explosion. Le kérosène qui a flambé, c'est tout orangé. Il s'est trouvé que 50 mètres devant l'infirmerie, il y avait un poteau, il s'est éclaté sur le poteau. Wow. Il n'y aurait pas eu de poteau, il s'est éclaté sur l'infirmerie où on était. Là, tout le monde était mort. Il s'est éclaté sur le poteau, il n'y avait plus de poteau, il y avait 200 mètres de débris le long. Le moteur est arrivé jusqu'à l'infirmerie, les boulons ont cassé les vitres et tout ça. Moi, j'étais à plat ventre comme ça, j'ai vu le feu, j'ai cru que j'allais mourir. Pendant une semaine, je ne pouvais plus marcher après. Comment vous l'expliquez, cette chance absolue, ces circonstances qui jouent en votre faveur? Oui, ça, je m'explique. Oui, ça me paraît énorme. Moi, je me suis rendu compte, en tout cas, très tôt, en voyageant, que j'étais comme le chat qu'on lance en l'air et retombe toujours sur ses pattes. Alors, ça donne confiance aussi. Ouais. Ce qui ne me pousse pas à faire des trucs bravaches ou braver les imbécilités, j'allais dire. Mais ça donne quand même une certaine confiance en sachant, quand j'avais des coups durs et tout seul, et quand on voyage, il en arrive à tout le monde. Ouais. Et je savais que j'allais m'en sortir, moi. Et du coup, j'enchaîne puisque tu parles de coups durs, et je me souviens dans ton livre, hein, tu racontes qu'il y a des moments, mais tu étais vraiment mentalement épuisé à un point que tout te coûtait. Comment on fait dans cette situation-là? Comment on fait quand on n'a plus ce mental pour quand même garder le focus? Oui, c'est ça, parce que... Bon, là, toi, il y a une question de survie, mais dans une situation un peu plus ordinaire, comment fait-on pour... Le pire, c'est quand on est malade, qu'on s'est fait voler son argent, on se retrouve mais complètement démuni. Alors là, c'est ce qui t'est arrivé en Inde. Oui, en Inde, on avait volé mon argent. Et quand on est malade, on a 40 degrés de fièvre. Déjà, quand on a 40 degrés de fièvre dans son propre lit, il y a un moment chéri qui amène la tisane, le petit confrère sur la tête, on a déjà envie de se suicider. Mais quand on a 40 degrés de fièvre, tout seul dans le fossé, dans un pays, on ne parle pas la langue, on ne connaît personne, il faut accrocher. Et moi, c'est parce que j'avais dans ma tête, moi, mon père était ouvrier, c'est un paysan vernier, ici dans la région parisienne, il n'avait pas d'argent, donc ça n'a jamais été la vie facile non plus, ce qui était une bonne formation pour moi, je dois dire. Mais je m'étais dit, je suis comme le gars, quand je faisais mon tour du monde en stop, j'étais comme le gars qui a plongé dans une piscine d'eau glacée. Alors, tant qu'il est dedans, il nage, mais il sait que le jour où il ressort, il n'ira plus se remettre dedans. Et moi, je me disais, c'est tellement dur ce que je fais, je ne faisais pas pour la dureté, mais c'était là aussi. J'ai dit, si jamais je suis malade, je rentre en France, je ne pourrais plus replonger. Il faut que j'aille jusqu'au bout de mon truc. C'est ça. Et c'est ça qui peut-être me tenait. C'est dur à dire. Moi-même, je suis un peu étonné de tout ce qui m'est arrivé. Le message, là, on pourrait dire, c'est toujours dans la difficulté, persévérer. Parce qu'effectivement, si on abandonne, à un moment donné, on n'y reviendra plus. Oui. Et puis, il y a un temps pour chaque chose, même. Rien ne dure, en fait. Ça paraît gros à dire, ça, mais tout est à un temps. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, le balancier, quand il touche le fond, il ne peut que remonter. Donc, c'est ça que je me disais, mais il faut accrocher. C'est pas tout le monde qui peut accrocher. Moi aussi, parce que j'ai cherché dans le dictionnaire, en disant la chance. Ben, tout le monde a la chance devant soi. Seulement, il s'agit de la gripper. Elle est devant tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas personne qui n'a pas de chance. Il y a ceux qui ne font pas l'effort. Ça prend quoi alors de s'agripper à la chance? Il s'agit de la saisir peut-être. Mais moi, j'ai cherché dans le dictionnaire. Il n'y a pas de mots pour moi. Franchement, il y en a qui ont la baraka, la bonne étoile, protection divine. Enfin, il y a un tas de mots, mais il n'y a pas de mots pour moi. Franchement,
Je ne comprends pas. La vraie des vraies raisons que je m'explique, parce que je m'estime à être un miraculé aujourd'hui si je suis encore en vie, je pense que lorsque j'ai commencé le stop, ma mère est décédée juste avant. Ma mère, elle aurait aimé voir le monde. Les femmes ne voyageaient pas comme aujourd'hui. Alors, elle n'a pas pu. En fait, j'ai réalisé son rêve à elle. J'ai fait son voyage à elle. Et je dois la remercier parce qu'elle m'a fait le plus beau cadeau pour bien voyager. Elle m'a élevé sans préjugés de race, de couleur, de nationalité, de croyance. Ça change le voyage. Elle m'a donné la clé. Aimer les gens, c'est ça. Et c'est pour ça que ça a marché, je crois. Et j'ai réalisé son rêve. Mais elle est décédée juste avant. Et je ne vois pas d'autre facteur qui m'a protégé que sa présence là-haut. Je ne peux pas en trouver d'autre. C'est elle qui m'a... Mais il faut voir les trucs. Et c'est même physique. Des fois, je me suis senti le corps qui poussait par là et il passe un truc qui est juste à côté. Enfin, c'est inouï. C'est pour ça que je pense qu'il y a autre chose. Il y en a qui ne croient pas à l'après-vie, chacun son truc. Mais, enfin, réfléchissons une seconde. Quand on dort, le corps ne bouge pas. On fait des rêves, on se réveille, on sueur, on y a cru. Mais le corps n'a pas servi. Ce qui me fait dire qu'il doit y avoir autre chose. Oui. Il doit y avoir autre chose. Ça, c'est une des preuves. Puisque le corps n'a servi à rien, il n'a pas bougé d'un centimètre et on y a cru, puis on se réveille. Donc, je dis qu'il doit y avoir autre chose. Oui, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Donc, c'est là où les pensées sont très importantes. Parce que ce que vous envoyez, enfin, ce que vous créez comme pensée, va créer votre réalité, en fait. Voilà. Enfin, va enclencher les émotions, va enclencher tout dans le corps. Il y a une question de vibration, comme disaient les hippies. On envoie des vibrations. Les guerres, c'est quoi? C'est le résultat des mauvaises vibrations qui se concentrent en puis ça éclate, ça fait la guerre. Et si tout le monde lançait les bonnes vibrations, il n'y aurait pas de guerre. Ma mère aussi, j'ai réalisé un de ces deux rêves de sa mère, de ma mère. Elle voulait voir le monde, et à l'époque, ça va faire marrer les gens, mais avant la guerre, il était de bon ton, en France, on avait des 15-16 enfants, puis qu'il y en a un qui soit prêtre. C'était le truc. Comme aujourd'hui en Thaïlande, il faut qu'il y ait un bonze dans la famille. Ça se perpétue là-bas, ici ça se perpétue plus. Mais enfin, elle aurait aimé que je sois missionnaire. Et en fait, j'ai réalisé son deuxième rêve. J'avais fait une émission de télévision, de radio avec Jacques Chancel, la Radioscopie, qui était une émission très populaire un temps. Et Jacques Chancel, il m'a dit, mais alors André, comme ça, vous êtes un missionnaire? Alors moi, je rentrais de mon stop, brut de décoffrage, je n'avais pas encore analysé tous mes trucs. J'ai fait, ah ouais, alors vous me voyez avec une soutane, une barbe blanche et des négrillons autour de moi? Et alors avec sa belle voix, il me fait, non, quelqu'un qui a une mission. Alors en fait, mon premier voyage de 18 ans, ça a été la partie universitaire, malgré moi. Alors il y a les Français qui n'en ratent pas, il y en a qui disent, ah bah toi 18 ans, bah dis donc, tu as perdu les 18 meilleures années de ta vie. Il y en a, il m'a sorti ça. Moi j'ai dit encore, c'est pas grave, il y en a qui perdent toute leur vie, alors, que 18 ans. Mais en tout cas, ça a été la formation, la partie universitaire. Et la deuxième partie, les 30 ans, j'ai continué à voyager pour finaliser le rêve de voir les pays que je n'ai pas vus. Ça a été une période où j'ai voulu répartir le message que j'ai tiré du premier voyage, en fait que la Terre n'est qu'un seul pays. Ça a été une période et ça m'a permis de rencontrer les gens. J'ai des choses à partager. Je comprends les gens qui ont des questions. Quand on voit l'état du monde, ça ne porte pas à sourire. Tout à fait. Il n'y a rien qui porte à sourire. Justement, quel est ton avis là-dessus? Parce que c'est vrai, quand on regarde les informations, quand on vit les choses intérieurement, c'est très difficile. Quel est ton avis? Il n'y a rien qui porte à sourire. Moi, je comprends les gens pessimistes ou angoissés. Alors, moi, je suis de nature plutôt angoissé parce que je suis scorpion. C'est pas un signe tranquille, ça. Mais, personnellement, je peux avoir un côté angoissé, mais je ne suis pas angoissé sur le futur de l'humanité. Je rentre serein. Moi, pour ma conclusion, c'est que la paix, puisque c'est de ça dont il s'agit, elle est non seulement possible, elle est inévitable. Ça demande une explication, mais ce n'est pas un vœu pieux de ma part, c'est parce que j'ai vu qu'elle est en marche. Elle est embryonnaire, je suis d'accord, mais elle est en marche, c'est ça que j'ai constaté, et c'est ça dont je veux témoigner. En fait, je me suis posé la question, pourquoi toutes ces vies de voyage? C'est pas banal. Ouais. Mais la vraie des vraies raisons, d'abord il y a le rêve. On a tous des rêves, et on ne tient pas une vie sur un rêve. Il faut être motivé. Alors dans mon cas, moi, il y a une motivation qui est très forte et qui est toujours là, comme à 17 ans. C'est une insatiable curiosité d'esprit, le désir d'apprendre, de comprendre. Ça, pour moi, c'est insatiable. Moi, je vois une colline aussi sec, je vois ce qui est derrière. Je vois un gars, je lui dis, t'as vu la colline? Ah, comme ça. Ben, tu vois pas qu'il y a une colline en face de toi? Non, il ne la voit pas, le gars. Donc, ma motivation, c'est une curiosité d'esprit qui est intacte. Mais la vraie des vraies raisons est apparue au bout d'une douzaine d'années sur la route, enfin à l'extérieur de France,
Je suis né avant la guerre, et là on me voit en image, donc on voit bien que c'est pas la première, mais que c'est bien la deuxième, merci. Non, parce que je vais dans les écoles, les mots, monsieur, ils me voient sortir de Verdun des tranchées avec des bandes moltières. Je rentre chez moi le soir, les boules. Non, mais je suis né avant la guerre, je dis ça pourquoi? Parce que pour chacun de nous, les souvenirs d'enfance, c'est extrêmement important. C'est comme un sac à dos intérieur qu'on porte toute sa vie. Et ça peut modeler le bonhomme aussi. Et donc, moi, mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre. Mais pas la guerre à la télé. On n'avait pas la télé, on avait les Boches, comme on disait. Et donc, moi, je suis ici, on est à côté de Villeneuve-Saint-Georges. J'ai passé une nuit debout sur mon lit quand ils ont bombardé le triage. J'avais très peur, les volets qui bougeaient, le ciel orangé, tout ça. Et je faisais un cauchemar récurrent quand j'étais enfant. Je me voyais devant un peloton de la Gestapo en train de me fusiller. Ça commençait bien. Donc, ce que j'ai fait quand on voit ma carte, ça zigzague dans tous les sens. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un tour du monde, mais plus un tour des hommes. Et c'est ça que j'ai voulu faire inconsciemment, je dis bien. J'ai voulu rencontrer les hommes du monde entier pour connaître les points communs, les différences, les cultures. Et suite à mon enfance dans la guerre, j'ai voulu savoir cette question essentielle, est-ce que la paix est possible? Est-ce qu'un jour les hommes vont être capables d'établir la paix? C'est la question primordiale. Ma réponse est claire et nette, oui. Elle est non seulement possible, elle est inévitable. Mais je suis d'accord que ça demande une explication, et pour calmer tout le monde, je veux dire qu'on n'ira pas par idéal non plus, mais il va falloir une petite fessée avant, pour être gentil. Mais en tout cas, elle est inscrite dans les gènes de l'humanité. Je pense que dans le bébé, il y a l'adulte, dans la chenille, il y a le papillon. Donc, d'ailleurs, si la paix ne se fait jamais, pour ceux qui croient à ça, c'est une promesse formelle de Dieu. Ceux qui veulent regarder les textes sacrés qu'on appelle « que ton règne arrive », c'est bien marqué dedans. Donc si la paix ne se fait jamais, ça veut dire que Dieu, vous écoutez, c'est un menteur. Voilà. Mais c'est à nous de la faire, c'est pas des coups de baguette magique, c'est pas les Martiens qui vont la faire. Il y a des Français, ils attendent que les Martiens viennent leur faire la paix. Je sais pas comment ils vont faire. Ils peuvent déjà pas rentrer par la porte d'entrée, il y a le chien méchant, la sonnette, le code et tout. Le pauvre Martien ne pourra pas rentrer. Donc non, c'est à nous de la faire. Il va falloir un homme de paix pour faire la paix, c'est évident, c'est ce qu'il n'a pas dit ça. Alors André, je te cite dans ton bouquin, tu parles d'une ligne de pointillés. Tu dis, le but de la vie est de trouver notre ligne de pointillés, notre destin. Notre tracé, oui. Voilà, et de le suivre. Alors, comment fait-on quand on a par exemple une vie en métro, boulot, dodo, qu'on est la tête dans le guidon? Comment fait-on pour mettre le doigt sur cette ligne de pointillés? Ça, alors là, je vais dire, c'est chacun. Ça, c'est difficile. C'est la vie. Moi c'est très fort. Moi, je pense que chacun, effectivement, à la naissance, on a, un pointillé qui est prétracé ou un couloir. Et l'art de vivre, c'est de bien suivre d'abord trouver son pointillé, ce qui n'est pas facile, il y en a qui ne le trouvent jamais. Et ensuite de le marcher. Et si on est en dehors de ce pointillé, c'est là où ça crise, qu'on n'est pas bien dans sa peau, pas droit dans ses baskets. Moi, j'ai eu cette chance, j'ai toujours été en accord avec moi-même. Ça n'a jamais crissé chez moi. Même quand je faisais le stop, le $1 par jour, jamais à l'hôtel, bouffer des clopinettes, et j'étais heureux, je planais, parce que j'étais dans mon truc. Mais chacun le sien. Chacun le sien. Le gars qui peint et puis qui prend du plaisir à peindre, et puis qui met tout là-dedans, si c'est son pointillé, c'est parfait. Oui, ou la mère de famille. La mère de famille qui élève 5. Ouais. Mais quand je vois les mères de famille, mais comment elles font les pauvres 5 enfants, 25 heures sur 24 de travail. Mais j'admire. Mais elles font un travail qui est remarquable. D'ailleurs, la paix, pour dire la vérité, ça dépend des femmes. Si elles forment des enfants pacifiques, eh bien, c'est là qu'on aura la paix. Les femmes ont un rôle énorme à jouer aujourd'hui. Pas seulement l'égalité, les hommes sont à donner. Il ne s'agit pas qu'elles remplacent les hommes, il faut qu'elles prennent leur place. Les hommes, ils sont là, ils veulent tout faire. Et non, laissez les madames travailler un petit peu. L'égalité de l'homme et de la femme, ça devient un des impératifs aujourd'hui. Il s'agit... On est dans un couloir, on ne peut pas faire en dehors de son couloir. Et puis il y a des constantes. Il y a des gens, ils ont des doigts, tout ce qui touche, ça fait de l'or. Je ne sais pas comment ils font. Dès qu'ils touchent chez eux, ils font du fric. Moi, c'est pas mon cas, en tout cas. D'ailleurs, mon rêve n'est pas d'être le plus riche du cimetière. Il y en a, c'est leur rêve. Ils croient qu'ils vont emmener le coffre-fort de l'autre côté. J'ai des doutes. Non, chacun a notre rôle à jouer. Il faut des gens fixes, des gens qui bougent. Néanmoins, aujourd'hui, je pense puisque ce qui est nouveau, qui a changé la face du monde, c'est qu'il n'y a plus de distance. Et comme on est dans le même bateau, il devient urgent de tous se connaître. Et préjuger, juger avant, c'est terrible. Moi, j'ai des postes jugés. Je ne dis pas qu'ils sont toujours bons. Mais au moins, ils sont après. Mais il est important de se connaître.
Donc je pense que le voyage qui est fait de façon intelligente pour la rencontre, connaître les gens, aimer les gens, c'est de comprendre, ça permet de faire avancer la civilisation. Donc il ne s'agit pas de passer une vie sur la route, mais au moins d'aller essayer de connaître quelque chose de très différent. Et là on revient, on peut pas, aucun Européen peut aller un mois en Inde et revenir le même. C'est pas possible. Alors justement, peut-être pour terminer cette interview, est-ce que tu as envie de transmettre une leçon de sagesse, peut-être plus ta philosophie de vie, ton leitmotiv de vie? Oui. Ben, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte des choses d'aujourd'hui, je pense qu'il y a une idée qu'il faut comprendre, qui n'est pas de moi, que j'ai trouvé dans les écrits d'un persan qui a un nom difficile, Baha'u'llah. Et il dit « La terre n'est qu'un seul pays, et tous les hommes en sont les citoyens ». Je crois que c'est la première chose qu'il faut comprendre aujourd'hui. La terre n'est qu'un seul pays, et tous les hommes en sont les citoyens. Il faut agir dans ce sens-là. On fait tous partie de la famille humaine, et ce persan, il disait une autre chose qui me plaît beaucoup, il dit « La gloire aujourd'hui n'est pas pour celui qui aime son pays, mais pour celui qui aime le monde entier ». Bien entendu, si on veut aimer le monde entier, il faut déjà aimer le sien en premier, aimer soi-même. Il y a toute une logique. Mais il ne faut pas arrêter ça. Il ne s'agit pas de détester son pays, on a chacun. Pour moi, le monde, les pays, c'est comme les pierres d'une mosaïque. Bien entendu, on peut préférer la pierre rouge ou celle qui brille un peu ou qui est plus grosse. Mais ce qui est joli, c'est l'ensemble de la mosaïque. Donc, il s'agit... Moi, j'aime la France. Je ne suis pas parti parce que je n'aimais pas la France. J'aime le fromage, c'est ici que ça se passe. J'ai vu des pays, il n'y a pas de vache, pas de lait, pas de fromage. Comment ils font? Mais j'aime... L'important c'est de ne pas arrêter sa loyauté à sa frontière. Eh ben, c'est un très joli message de fin. Merci beaucoup André Brugiroux de nous avoir accueillis chez toi pour cette interview. Je crois qu'il faut croire en soi et à chacun de trouver sa méthode pour y arriver. Moi je ne suis pas vendeur de méthode. Moi j'ai trouvé la mienne, c'est sûr, avec ce persan dont je parlais qui à mon avis donne des leçons de conduite pour grandir qui sont merveilleuses, mais à chacun de juger, bien entendu. Eh bien, merci beaucoup. Je vous invite pour aller plus loin à lire le livre d'André Brugiroux qui s'appelle, je vous le rappelle, Le monde est mon pays. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube pour davantage d'inspiration et d'interviews. On se retrouve également sur les réseaux sociaux et à la maison womenontour.com. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir André. Au revoir et merci.